La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie s'est exprimée sur la situation qui prévaut aujourd'hui entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, alors que selon les informations, le groupe armé M23 a pris le contrôle de plusieurs villes et se rapproche de la capitale de la province du Nord Kivu, bien sûr Goma, pendant que la RDC accuse Kigali de soutenir le M23. Et bien dans une sortie médiatique, la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, a plaidé pour l'application des accords signés il y a plus de 10 ans, bien sûr, entre les pays de la région des Grands Lacs, pour en finir avec les groupes armés. Et bien pour les analystes ou encore observateurs, l'OIF demande purement et simplement la partition de l'Est du Congo entre le Rwanda et l'Ouganda. Alors, que veut l'OIF? Est-ce la voie? Est-ce que l'OIF ou alors la francophonie est en train de plaider pour la division de la République démocratique du Congo, du moins l'Est de ce pays? Alors, que prévoyaient également ces accords? On va y revenir avec nos invités pour qu'on comprenne très bien et comment analyser cette proposition. Pourquoi est-ce que le Rwanda devrait hériter d'une partie de l'Est de la République démocratique du Congo ou encore l'Ouganda? De toutes les façons, on en parle avec nos invités, bien sûr, avec vous à la maison, chers téléspectateurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être présents à cette autre édition du point sur l'actualité sur For You Media Africa. Merci de votre fidélité. Nos invités sont là. Notre consultant permanent, Jonathan Batinguini, bien sûr avec nous ce soir, encore une fois de plus. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir, Madame Dombesike. Bonsoir à tous les techniciens, le personnel For You, la direction générale. Bonsoir à notre copanéliste que vous aurez le plaisir de présenter. Il est éminent. C'est un aîné que nous apprécions beaucoup et pour lequel nous avons un immense respect et beaucoup d'admiration. Bonsoir à tous les combattants de la liberté de par le monde, surtout les forces de sécurité et de défense du Cameroun qui abattent un travail d'orfèvre. Nous leur disons encore chapeau, bravo pour le combat que vous abattez. Nous nous inclinons devant la mort le sacrifice de tous ces soldats qui tombent en Afrique dans la défense de leur territoire. Ils sont au Mali, en RDC, au Centrafrique, au Burkina Faso, en Guinée, partout où ils tombent en défendant la nation. Nous leur disons à vous tous, hommage, mais surtout aux familles éplorées, nous leur disons courage. C'est l'Afrique qui est en train de se relever. Ce sacrifice ne sera pas vain. Tous les combattants de la liberté qui sont actuellement devant leur petit écran ou bien qui écoutent à la radio l'émission, nous leur disons également un chaleureux bonsoir. Tous ceux qui sont sur le net, chaleureux bonsoir. Et nous avons ce coup de gueule depuis plus de 2 mois déjà pour la libération de notre sœur Edith Puchéry-Ballet qui est retenue de manière tout à fait arbitraire et dans une forfaiture par le régime sanguinaire d'Abidjan. Nous demandons sa libération inconditionnelle et sans délai. Edith Puchéry-Ballet est innocente et les chefs d'accusation retenus contre eux sont tout à fait fantaisistes. Par exemple, celui qui porte sur la complicité de déstabilisation de son pays, la Côte d'Ivoire. C'est tout à fait une élucubration, une allégation infondée, montée de toutes pièces par des fonctionnaires corrompus, véreux, sans aucune dignité, qui travaille simplement pour la forfaiture et la dictature de M. Alassane Dramane Ouattara. Demandons sa libération. Nous disons, Edith, courage, courage, courage. Toute l'Afrique est avec toi. Tous les panafricanistes sont avec toi. Tout le peuple ivoirien avec toi, car tu es une digne combattante. Tu es l'incarnation de la liberté, du combat pour la liberté, du noble combat pour la dignité de l'Afrique. Nous te disons, courage. Bientôt tu seras libre comme ton pays, comme ton peuple, la Côte d'Ivoire, l'Afrique.
Merci Jonathan Batengene et bien sûr, vous l'avez dit, en co-panéliste, Monsieur Tapé Groubeira qui est avec nous encore ce soir. Bonsoir. Bonsoir Madame Siki. Je salue de manière différente mon frère Jonathan Batengene qui, avec ses analyses que nous avons toujours l'habitude d'écouter et qui permet à ce que nous soyons orientés, je le remercie pour ces deux mots à mon endroit et je lui retourne aussi l'appareil. Je profite aussi pour saluer la direction de Forum Média qui ne ménage aucun effort pour que l'Afrique soit au top de l'information. Toutes les personnes qui, dans le secret, font tout pour que nous puissions avoir la possibilité de nous exprimer et que les informations puissent arriver dans les foyers les plus loin possible, surtout sur le continent mer. Évidemment, j'appuie totalement le cri du cœur de mon frère Jonathan Batengene en ce qui concerne notre soeur Priscilla Balé. Malheureusement, pendant que M. Alassane Dramane Ouattara demande la libération des 46 détenus en Côte d'Ivoire, il a arrêté sans aucune raison valable, d'ailleurs de manière malicieuse, une jeune dame qui n'a rien fait d'autre que de jouer son rôle, le rôle de s'informer, parce qu'elle a vu que c'était une situation qui était assez difficile, complexe. Donc nous demandons ici et maintenant sa libération sans condition. Merci à vous pour l'invitation à notre modeste personne. Merci encore une fois de plus à vous, Monsieur Tapé Groubeira. Merci de prendre votre temps pour partager et bien sûr apporter votre savoir et analyse, bien sûr, à la disposition de For You Media Africa. Alors, chers téléspectateurs, on l'a annoncé lorsqu'on parlait de notre thématique principale. On parle de cette sortie de la secrétaire générale de la francophonie, l'OIF. Vous le savez, il y a quelques jours encore se tenait le 18e sommet de la francophonie. Et bien à l'occasion, ou alors en marge, la secrétaire générale s'est exprimée sur plusieurs sujets, bien sûr concernant les États qui forment ou alors qui composent bien sûr cette organisation. Entre autres, on est revenu sur le conflit qui oppose aujourd'hui la République démocratique du Congo au Rwanda. Et pour l'occasion, dans ses déclarations en guise de solution, la secrétaire générale de la francophonie opte pour, du moins opterait, ça reste une interrogation parce qu'avec nos invités, on va essayer de comprendre ces déclarations, mais on parle d'une partition de la République démocratique du Congo, bien sûr entre le Rwanda également et l'Ouganda, rappelant que Madame Louise Mushikiwabo est bien sûr d'origine rwandaise. Alors, je vous propose, avant de peut-être passer la parole à nos invités, de prendre justement cet extrait. Il y a des éléments en RDC, juste à la frontière du Rwanda, qui sont une menace pour la sécurité du Rwanda. Alors, à un certain moment, le Rwanda et la RDC et l'Ouganda et le Burundi, les pays de la région, ont décidé qu'il fallait se débarrasser de ces groupes armés. Tous. Ceux qui ne veulent pas déposer les armes, on les désarme et on les fait disparaître. Alors, pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut retourner sur les accords qui existent depuis plus de 10 ans et les mettre en application? C'est une question de volonté politique, c'est aussi simple que ça. Mais est-ce que l'OIF pourrait mener une mission dans cette région, sachant que, comme vous l'avez dit vous-même, c'est un dossier que vous connaissez très bien, vous êtes rwandaise, est-ce que du coup c'est un peu une situation qui vous oblige à un devoir de réserve, ou est-ce que l'OIF pourrait mener une mission dans cette région? Alors, l'OIF, si on était sollicité, on serait heureux de mener une mission dans cette région. L'OIF n'est pas que la secrétaire générale de l'OIF. Nous avons une direction politique qui fait du travail politique un peu partout dans l'espace francophone. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui? Nous avons plusieurs initiatives sur cette crise. Voilà. Merci à la réalisation pour cet extrait. Je vais commencer par vous, bien sûr, ici sur le plateau, Jonathan Batengene, pour qu'on essaye un peu de comprendre
cette interprétation, du moins cette analyse, hein, après cette sortie de Madame la secrétaire générale de l'OIF en parlant, du moins en proposant une solution, sortie de crise entre la RDC et le Rwanda. Elle a parlé des accords, je pense, qui datent de 2005, vous allez me corriger, entre les pays du Grand Lac. Et on analyse cela comme étant une proposition qui voudrait que l'Est de la RDC soit divisé et partagé entre ces différents pays. On cite précisément le Rwanda et l'Ouganda. Tout à fait. Et pour comprendre, parce que si on prend l'esprit de... C'est bien d'avoir daté parce que c'est 2004 précisément qui était la date de rédaction et finalement le document sera ratifié en 2005. Oui. Donc si on prend l'histoire en cours et qu'on s'arrête en partie de 2004, on a l'impression que les solutions qui sont concoctées dans les Grands Lacs tiennent essentiellement compte de dynamiques stables. Okay. C'est-à-dire de phénomènes stables, alors qu'on a affaire à des phénomènes dynamiques qui ont une synchronie, c'est-à-dire une histoire. Et pour comprendre cette histoire, c'est vrai qu'on peut rentrer plus profondément au départ lorsqu'Alan Dulles, patron de la CIA, décide que le Congo ne sera pas un pays indépendant. Et donc, aujourd'hui, on sait que l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy tenait en grande partie à ce que les États-Unis connaissaient la place vitale du Congo pour leurs ambitions hégémoniques. Aujourd'hui, il est prouvé que le président Eisenhower, le directeur de la CIA, comment il s'appelle, Alan Dulles, et un ancien président également était impliqué dans l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Et quand on regarde, c'était dû au fait que le patron de la CIA avait dit à Eisenhower que c'était impensable d'avoir un nationaliste à la tête du Congo. Or, Fitzgerald Kennedy se sentait un peu plus proche des mouvements de libération nationale africains. Comme d'autres dans le monde, il était un peu favorable à cette vision. Et ceux-là avaient compris que l'oligarchie états-unienne allait perdre le contrôle de la puissance mondiale et allait perdre finalement la course à la domination mondiale avec l'URSS. Donc, si on prend ce tournant, on a donc l'ascension d'un pro-états-unien, le mercenaire agent de la CIA, Mobutu, à la tête du pays, accompagné bien sûr du papa de Tshisekedi, qui était lui aussi diplomate de Mobutu. Donc c'est tous des endocolons qui gouvernaient au Congo. Et à partir de 90, il y a des nouvelles dynamiques qui vont se développer. Au niveau de l'Ouganda, il y a le renversement d'Idi Amin Dada et la venue au pouvoir de Wilson Obote. Et dans le gouvernement Obote II, il y a un ministre, je crois Amazano, qui décide de créer une rébellion dans l'ouest de l'Ouganda avec comme point de revendication ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant les méthodes classiques de la CIA et des Occidentaux. Il décide de créer une rébellion avec les peuples Batwa et Bakonjo, qui sont deux ethnies qui disent être en minorité au niveau de l'Ouganda. Et ils vont créer une rébellion qui sera la National Army of the Liberation of Uganda. Donc c'est la NALU. C'est à partir de la NALU que l'on va créer qu'une autre rébellion va être pensée. Mais alors comment elle sera pensée? Il y a le peuple Mbororo, cette fois-là, qui va être instrumentalisé, parce que les Mbororo, c'est un peuple nomade qui est endémique d'abord au niveau du Cameroun et qui se déplace beaucoup dans la région de l'Afrique centrale, parce que il faut comprendre que quand on dit la géopolitique qui utilise le concept de Grand Lac appartient essentiellement aux puissances impérialistes qui veulent segmenter l'Afrique centrale avec deux parties, une portée sur le golfe de Guinée avec le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Tchad, la RCA, et une autre partie qui serait ce qu'ils appellent les Grands Lacs. En fait, c'est la sous-région Afrique centrale. Alors, puisque les Mbororo sont coutumiers des migrations dans la zone, c'est un peuple nomade qui est fortement islamisé,
et qui se déplacent dans la sous-région, ces peuples vont aller s'installer davantage, vont davantage trouver des terres propices pour leur bétail dans l'ouest, dans l'est de la RDC. Et ils vont beaucoup plus se retrouver, il y a une forte concentration dans le nord Kivu. Alors, les États-Unis qui ont compris, et d'ailleurs les Belges qui avaient déjà commencé avec cette géopolitique du tribalisme qui consiste à diviser les peuples africains sur la base des tribus, les États-Unis vont amplifier le phénomène parce qu'ils vont créer à l'ouest de l'Ouganda et à l'est au nord Kivu une rébellion qui part sur des bases d'abord communautaires, avec ce que nous avons expliqué, mais ces populations-là sont chrétiennes. On va aller vers une islamisation du combat. C'est-à-dire qu'on va donner une posture, une connotation islamiste au combat. Et pour ça, on va prendre Djamil Mukulu, qui est un jeune combattant, ougandais, qui va faire ses études en Arabie Saoudite et qui va être coopté par la CIA pour être radicalisé au Soudan. Aux côtés de qui? Osama Ben Laden, un agent de la CIA. Et c'est aux côtés d'Osama Ben Laden au Soudan que Djamil Mukulu va être entraîné à la guerre, aux techniques de guérilla. Il va également faire venir un ensemble de combattants qui vont être formés et il va être reçu par Mobutu Sese Seko dans les années 92. Et en 93, de manière étrange, le fondateur du NALU sera tué au Kenya. De manière étrange, il sera assassiné au Kenya et les Nalu vont faire allégeance à leur nouveau chef, Djamil Mukulu, comme par extraordinaire, quelqu'un qui a été radicalisé. Et Djamil Mukulu va se rapprocher également, va donc créer une rébellion, non plus sur des bases du conflit communautaire à base des populations locales, mais avec une consonance de mouvement islamiste. Et dans son entraînement, il était en Afghanistan. Il va aussi côtoyer ceux qui seront les fondateurs de Al-Shabaab, donc ceux qui sont actuellement au Somalie. Et c'est comme ça qu'il va enrichir sa rébellion d'un carcan tout à fait de radicalisme, qu'ils disent être musulmans, mais en fait c'est une fabrication d'une eschatologie qui est propre à la construction du terrorisme et de l'endogénéisation du terrorisme dans la zone. C'est comme ça qu'ils vont créer les forces démocratiques, les forces armées démocratiques, qui sont en fait les ADF, les ADF NALU maintenant, qui sont une rébellion qui va s'opposer également au régime de Yoweri Museveni, qui sera financé par le régime de Mobutu pour déstabiliser l'Ouganda, pour prendre le contrôle de l'Ouganda. Mais il faut noter que là-dessus, on a pour la plupart des agents de la CIA qui se font la guerre. Parce que Mobutu, c'était la CIA. Et Museveni également, c'était un agent de la CIA. Et quand vous redescendez au niveau du Rwanda, pourquoi nous avons fait cette lumière? Parce que les gens connaissent déjà, les Africains connaissent déjà l'histoire avec le Rwanda. On connaît la montée du Rwanda. Mais il y a un autre mouvement au Rwanda, l'ancienne armée nationale du Rwanda, qui a vu ses généraux migrer en 1994 après la prise du pouvoir par le FPR de Kagame. Ces généraux sont allés au Congo pour se réfugier et ces généraux ont reconstitué leur armée qu'ils ont fait appeler maintenant, qui est reconnue maintenant comme le FDLR. Mais un autre élément qu'on ne comprend pas, c'est que le FDLR a des relations avec le MI6 britannique. Parce que beaucoup de chefs du FDLR sont en Allemagne et ils sont en contact avec beaucoup d'officiers britanniques. Et aujourd'hui, Mme Mushikiwabo nous dit que l'on devrait revenir aux accords de 2004. Mais que disaient les accords de 2004? Les accords de 2004 qui ont été finalement étoffés en 2013 pour constituer l'essentiel de l'accord tripartite qui a été l'accord 4, ce qui est reconnu comme l'accord 4 entre l'Ouganda, le Rwanda et la RDC. Madame Mushikiwabo nous fait croire que selon l'accord 4,
il est possible pour les pays de la sous-région qui ont rédigé l'accord sous le contrôle du représentant des États-Unis. Faut noter que Mme Coville, qui était le représentant qui était la représentante des États-Unis et travaillait pour l'administration Bush, était celle qui supervisait les travaux, que cet accord-là est capable de ramener la paix. Et que dit l'accord? L'accord dit que les 10 pays, les 3 pays, doivent s'accorder pour combattre les FDLR sur le territoire de la RDC. Le M23, qui est le mouvement du Rwanda pour faire pression sur la RDC, et les EDF Nalu, qui sont une rébellion momboutuienne, qui aujourd'hui ont 2 adversaires, le pouvoir qui à cette époque avait 2 adversaires, le pouvoir de Kabila et le pouvoir de Museveni. Alors, comment les 3 pays vont réussir? Ils ont essayé cette histoire il y a quelques années. Ils ont essayé d'avoir les 3 armées sur le territoire. On se souvient que à la fin des années 2000, de la première décennie 2000, ça a donné une guerre de 6 jours entre le Rwanda et l'Ouganda sur le territoire de la RDC. Parce que les Rwandais qui épaulent les M23 voulaient élargir leur territoire. Les EDF Nalu contrôlent les villes comme Beni, Rutshuru, Beni, Goma, Butembo, tandis que les forces comme comment on appelle, les M23, les villes classiques qu'ils contrôlent, c'est le Massissi, le Sud Lubero et d'autres petites villes. Mais quand vous regardez aujourd'hui le mouvement des M23 sur la RDC, regardez un peu bien. Le mouvement avance. Le M23, mais pas de manière hasardeuse. C'est bien de connaître les villes de contrôle. Le M23 a tendance à prendre actuellement, à récupérer les villes qui appartenaient classiquement au EDF. Effectivement, parce qu'on nous annonce justement que ce mouvement est par exemple à la porte de Goma. Voilà, par exemple, ils sont en train, il y a des prétentions d'éjecter les Ougandais du territoire de la RDC et de faire main basse sur leurs avoirs. Donc, elle nous fait comprendre que les 3 pays, il y a un accord en 2014 qui a été signé, c'est même renforcé par une résolution, par 2 résolutions des Nations Unies, 2098 et 2147, l'une en 2013 et l'autre en 2014. Les 3 États devaient fédérer leurs services de renseignement. Est-ce que ça a été fait? Madame Mushikiwabo était ministre des Affaires étrangères. Oui, au Rwanda. Est-ce qu'elle peut dire ce qui a coincé? En fait, il se trouve que les Rwandais, à un moment, ne voulaient même pas fédérer sur le plan du renseignement. Ils ne voulaient pas fédérer avec la RDC. Parce qu'ils disent, ils prétextent que les FDLR sont une menace permanente sur le Rwanda. Alors que sont soutenus par la RDC. Alors que depuis 2013, les FDLR, les FARDC, depuis 2015, les FARDC ont lancé, c'était encore sous le président Kabila, ont lancé une offensive en solo. Pas parce qu'ils ne voulaient pas de partenaires. Ils ont sollicité le partenariat du Rwanda qui a refusé de les accompagner. Et les FARDC ont lancé leur offensive tout seul contre les FDLR. Pourquoi donc? Et c'est ça les bonnes questions. Pourquoi? Madame Mushikiwabo, est-ce qu'elle peut nous expliquer pourquoi le Rwanda a refusé d'accompagner les FARDC pendant la campagne 2015 contre les FDLR, conformément aux accords qu'elle a convoqués? Merci à vous, Jonathan Batingene, pour ces explications. Donc, ce qu'on comprend, peut-être pour un petit résumé, c'est que Mme Mushikiwabo propose justement que ces 3 pays, RDC, Ouganda, Rwanda, fédèrent justement leurs forces pour combattre les terroristes et, à la fin, se partager l'Est de la RDC. Ou du moins, la partition. Le truc, c'est qu'elle fait référence à un accord qui n'arrange pas qui n'arrange pas. Mais qui a un sous-entendu et nous préférons garder le sous-entendu. En fait, le sous-entendu, c'est quoi? C'est que sous la rébellion de Kabila,
Oui. Et ça, c'est des indiscrétions qui nous ont fait parvenir l'information. Oui. Sous la rébellion de Kabila à Kigali, il signe un accord avec les Ougandais et les Rwandais. L'accord vise la partition du Congo avec une partie qui sera une extension du Rwanda et une autre partie qui sera une extension de l'Ouganda. Et quand vous regardez les villes occupées par les ADF Nalu, c'est effectivement les prétentions de l'État ougandais. Et quand vous regardez les parties qui sont occupées par les M23, c'est effectivement les prétentions du Rwanda. Alors, Tapé Groubera, après cette analyse de Jonathan Batengene, moi, bien sûr, votre avis sur cette proposition de Madame la secrétaire générale de l'OIF, et on est tenté, lorsqu'on écoute ces explications, de penser justement que ces différents groupes rebelles, la présence de ces groupes rebelles, entre autres M23, n'est pas anodine sur le territoire. On a l'impression que cette présence répond à un agenda précis. Oui, c'est tout à fait normal. Je voudrais saluer ici mon frère Jonathan Batengene d'avoir donné toutes ces informations pour que les gens comprennent la profondeur de cette situation qui, il faut le dire, dure depuis plus de bientôt une vingtaine d'années. En réalité, c'est une guerre que se font deux pays sur un territoire. C'est ça, c'est-à-dire que c'est le Rwanda et l'Ouganda qui véritablement ont décidé par rapport à les informations que Jonathan vient de dire et que nous avons aussi quelques éléments. Je rappelle que M. Museveni avait eu un projet dans les années 1962, il faisait partie d'un groupe qui avait pour objectif d'étendre ce qu'on appelle le Tutsi-Land en réalité. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'était associé. Il avait pris M. Paul Kagame sous son aile. Et bien évidemment, vous savez, les puissances impérialistes, elles aiment ça. On ne doit jamais oublier que du 15 novembre 1884 au 25 février 1885, ce qu'on appelle le fameux congrès de Berlin, en réalité, c'était par rapport à la situation du Congo. Puisque, si vous voyez bien, toutes les occupations des territoires africains n'ont pas changé après le congrès de Berlin. Mais en réalité, l'ancien roi de Belgique avait demandé ça pour qu'on puisse lui permettre de gérer ce territoire lui seul. Et donc, c'était l'entente entre les pays occidentaux de pouvoir permettre à ce que cette partie-là lui revienne. Donc, après sa mort, enfin, et qu'il ait cédé ce territoire et lors des indépendances, comme on l'a dit, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu cette coalition pour abattre le panafricain Patrice Emery Lumumba. Cet espace est revenu de facto à ce qu'on pourrait appeler le grand frère de l'Occident, à savoir les États-Unis, qui, il faut le dire, c'est grâce, enfin, c'est un uranium qui a été extrait du Congo, qui a permis de faire la bombe atomique, et qui nous largué sur le Japon. Donc c'est un territoire dont le sous-sol regorge d'énormes ressources. Et bien évidemment, il y a toute forme de visée. Donc au-delà de l'élément, je vais dire, ce qu'on pourrait appeler conflit qu'on veut orienter sous l'aspect ethnique, mais c'est de manière géostratégique et géopolitique que tout se joue au Rwanda. Donc ici, ces rébellions ne sont pas des rébellions neutres. Et d'ailleurs, quand nous voyons, comme on l'a expliqué tout à l'heure brillamment, Jonathan Batengene, toutes ces rébellions-là sont parrainées par des puissances occidentales. De temps en temps, on laisse avancer l'une des rébellions et on fait reculer l'autre. Il n'y a aucune volonté que ce drame puisse s'arrêter. Malheureusement, les perdants, ce sont les populations congolaises dont leur territoire sert de guerre par proxy, guerre par procuration, parce que chacun d'eux a un agenda bien précis. Et M. Kia, qui vient de s'exprimer, enfin qui s'est exprimé, ce qu'on a entendu, elle n'est pas
elle ne fait pas de manière neutre. Jonathan l'a dit tout à l'heure, elle a quand même été ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Ministre de l'Information, ensuite ministre des Affaires du Rwanda pendant 10 ans. Donc, pendant 10 ans, quel était le sens de son combat? C'était de légitimer l'agression du Congo par le Rwanda et l'Ouganda. Elle l'a fait. Les documents existent. Donc, elle n'est que dans cette logique, à travers cette autre organisation, je pense sur laquelle on reviendra, parce que nous sommes quand même fort étonnés, comme ça avait été à l'époque décrit, de voir que l'Organisation internationale de la francophonie, c'est-à-dire dont l'objectif premier, c'est de défendre la langue française, alors que le Rwanda, depuis 1995 par là, est devenu un pays anglophone. On ne sait pas. Donc, par quelle alchimie on a pu donner la tête à une femme qui est originaire d'un pays qui a décidé de ne plus utiliser le français comme la langue. En réalité, M. Kagame a joué fort parce que lui, c'était une manière en réalité de porter le combat de ses maîtres, des anglo-saxons, dans l'espace francophone. Et je pense, si vous voyez bien, ce sont les journalistes de France 24, parce que c'est ce qui va se passer. Elle parle des accords qui sont ambigus en réalité, puisque Jonathan l'a bien développé. Elle a été ministre des Affaires étrangères pendant une dizaine d'années. Qu'a-t-elle fait pour que ces accords puissent se réaliser? On n'a absolument rien fait. Et au contraire, chacun avait son agenda, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, et l'agenda de ces personnes-là, c'est un agenda géostratégique et géopolitique qui n'a rien à voir avec la réalité du pays. Lorsque on voit tout ça, on se rend compte en réalité que l'Afrique est véritablement cet espace qui sert d'espace pour les intérêts des uns et des autres, surtout des puissances occidentales, avec des anglo-colons qui véritablement pensent que le fait d'avoir quelques postes marocains quelque part, d'avoir un compte bancaire, il peut se permettre de vendre l'Afrique. Et ça, on ne pourra pas l'accepter. Également, je reviens sur le plateau avec vous, Jonathan. Alors, lorsqu'on tient compte, on regarde bien sûr des explications aussi de M. Goubera, on tient compte, on voit le rôle qu'a joué aussi les États-Unis, si on s'en tient aussi à votre analyse. Alors, si on revient, parce qu'on est tenté quand même de s'interroger sur le prétexte d'une telle proposition, est-ce que c'est une proposition anodine? Est-ce que derrière cette proposition, il y a peut-être un autre agenda lorsqu'on sait que les États-Unis ont joué quand même un rôle assez important dans le cadre de ces accords et on connaît plus ou moins, d'ailleurs c'est ce qu'on dit, les liens qu'ont aujourd'hui le Rwanda et bien sûr un pays comme les États-Unis. Madame Oshikiwabo, c'est que les États-Unis étaient le garant de ces accords avec les Nations Unies et n'ont pas joué leur rôle de garant. Regardez un peu comment ils se comportent en Ukraine. Ça ne nous plaît pas pour nous, Africains, de voir ce qui se passe en Ukraine, mais regardez un peu. À peine l'Ukraine sollicite des milliards de dollars, que les États-Unis claquent des doigts pour que cet argent apparaisse. Oui. Que l'Ukraine pleure pour un missile, elle en reçoit des milliers. Qu'elle demande un obus, elle en reçoit des millions. C'est ahurissant de voir cet intérêt pour l'Ukraine et ce désintérêt à contrario pour la RDC. Et pourtant, en matière de préciosité, la RDC, dans le dispositif de puissants états-uniens, vaut beaucoup plus que l'Ukraine. L'Ukraine, oui. Sauf dans le cadre géopolitique. Parce que l'Ukraine, c'est la base la plus avancée des États-Unis pour attaquer la puissante Russie. Donc, pour le cas de la RDC, les États-Unis qui sont le garant, Mme Mushikiwabo n'aborde jamais la responsabilité des garants de l'accord cadre. Okay. Que ce soit les États-Unis, que ce soit l'ONU. Que fait l'ONU? Il était prévu dans cet accord cadre que la MONUSCO se dota d'une force d'intervention pour la traque. C'est bien précisé dans l'accord cadre, pour la traque des groupes armés non étatiques, FDLR, EDF Nalu et M23. Bien d'autres encore.
que aujourd'hui nous reconnaissons que c'est le président Kabila qui a réussi à leur faire taire. Que ce soit la rébellion, le MLDC de Jean-Pierre Bemba ou bien toutes les autres rébellions, c'est le président Kabila qui les a fait taire. Mais pour ce qui est de ces trois principales rébellions, le LDF Nalu n'a aucun acquis. Hein? Mais le LDF Nalu, depuis septembre 2021, est redevenu actif et menaçait de récupérer des villes qui étaient sous contrôle du M23. Parce que beaucoup se demandent pourquoi il y a une résurgence du M23. Ce n'est pas à cause de la violation des accords entre le gouvernement de RDC. Quelle est donc la raison? C'est que dans les zones d'exploitation des minerais, les EDF Nalu ont commencé à montrer un gros appétit pour d'autres régions. C'est ce qui s'est passé. Ils ont détruit les équilibres géopolitiques qui étaient déjà installés. Et en réponse, le Rwanda a fait parler sa puissance de guerre, c'est-à-dire son élite guerrière sur le territoire de ses forces d'élite sur le territoire de RDC, c'est les M23. C'est ce qui se passe là-bas. Et Mme Mushikiwabo nous dit que les puissances vont se mettre d'accord. Elle omet que son pays, le Rwanda, s'est fait la guerre avec, du moins elle ne le dit pas, avec l'Ouganda sur le territoire de la RDC. Est-ce que c'est ce qu'elle voudrait revoir? Oui. Est-ce qu'elle voudrait que les forces rwandaises et ougandaises s'affrontent encore sur le territoire de la RDC? Pourquoi? Parce que l'exploitation des minerais par des canaux non officiels, c'est ce qui justifie cette guerre. Les généraux ougandais qui travaillent dans des réseaux des réseaux informels, des réseaux criminels de contrebande avec les EDF Nalu, pillent le sol congolais. D'ailleurs, les Ougandais ont initié un vaste projet de bitumage des routes qui vont de Kampala jusqu'à la frontière avec la RDC. Pourquoi? Alors que on remarque qu'il n'y a pas un flux économique entre les deux pays, tout à fait important entre les deux pays. Simplement parce qu'il fallait assurer le transit des matières premières qui sortaient clandestinement de RDC. C'est ça l'intérêt. Quand vous regardez au niveau du Rwanda et de la RDC, le trafic d'or, de cobalt, de diamants, d'autres pierres précieuses et d'autres minerais rares qui transitent par le Rwanda, c'est vraiment phénoménal. Et c'est tout ça, c'est ces intérêts-là qui sont des non-dits. Les grands généraux du M23, c'est les Bosco Ntaganda, qui était chef d'état-major au RDC, qui est devenu également chef d'état-major au Rwanda. Madame Mushikiwabo, elle ne le dit pas. Comment donc vous avez des individus comme ça qui sont capables de servir à la fois chez l'un et chez l'autre et qui sont les principaux acteurs que vous indexez comme ceux qui vont apporter la paix, mais qui se comportent comme de vulgaires mercenaires payés à prix d'or? Vous le dites que c'est avec eux qu'on va résoudre le problème. Des gens capables de changer. Pendant la résolution de la crise en 2013, 39 éléments de FARDC qui ont servi dans les M23 se sont retrouvés au tribunal parce que ayant contribué à déstabiliser leur propre pays. En fait, ce qu'ils disent être leur propre pays. C'est avec ces gens que vous allez créer les conditions de la paix? Non, il faut être sérieux, un peu plus sérieux. En fait, ce que Mme Mushikiwabo ne dit pas, c'est qu'elle veut nous brandir la thèse officielle qui vise à verser du piment dans les yeux du peuple pour que ce peuple soit aveuglé, à brandir au niveau de la communauté internationale qu'il y a des solutions qui ne sont pas appliquées, mais elle sait que c'est des solutions qui ne sont pas viables. Mais elle sait qu'en sourdine, le plan, c'était la maturation du projet de partition de la RDC et que ce projet est en train d'aller bon train, que les acteurs sont en train de le mener comme sur un chapeau de roue et que à l'heure où nous parlons, les choses sont avancées. D'ailleurs, pour ma part, le peuple congolais peut se dire qu'actuellement, ils ont un dirigeant, même si M. Tshisekedi parle d'offensive contre les M23. Il ne faut pas être très fier. Tant que en RDC, vous avez les FDLR, vous avez les ADF Nalu
et vous avez, même si vous chassez les M23, vous avez encore les germes d'une nouvelle guerre. Tout à fait. Le peuple congolais ne doit pas mouiller dans cette arnaque que le président Tshisekedi est en train de lui vendre. Ils doivent rester assez critiques. La RDC doit être maîtresse de son territoire. Nous rappelons une opération 2015. Il n'y avait que Kabila qui a lancé l'offensive contre les FDLR, conformément à l'accord cadre que Madame Mushikiwabo a cité. Mais que faisait le Rwanda? Pourquoi le Rwanda n'a pas attaqué? Pourquoi la MONUSCO n'a pas mobilisé sa force d'intervention en attente pour que cette brigade puisse elle aussi apporter du soutien au FARDC? En fait, il y a comme une volonté de maintenir ces forces du FDLR sur le territoire de la RDC, et nous rappelons que les généraux du FDLR sont tous en Allemagne. Les chefs du FDLR sont tous en Allemagne. Et le FDLR est financé depuis l'Angleterre. Le FDLR, comme les ADF NALU, leur argent vient de l'Angleterre. Ils sont payés en dollars. Vous imaginez un peu, Madame Sikandoumbé, il y a une agence de renseignement états-unienne qui s'occupe de la circulation du dollar et qui connaît bien quelles sont les pistes que prennent chaque dollar dans le monde. Pourquoi les États-Unis n'ont pas frappé ces chefs de ADF NALU? Les chefs du FDLR ont été poursuivis par la justice allemande. Pourquoi les procès n'ont jamais abouti? Si véritablement il y a une volonté même du Rwanda de faire arrêter les chefs du FDLR. Pourquoi? Mais c'est que le FDLR, c'est une justification de la présence des forces d'élite du M23 rwandais sur le territoire de RDC. Alors, la solution ne se fera pas à trois. Malheureusement, on ne peut pas l'imaginer comme ça. Il y a une seule solution envisageable. C'est qu'au Congo, il faut un patriote. Avec Tshisekedi, ce qui est en train de se faire, c'est tout un cache-sexe. Il ne va pas combattre les ADF, il dit c'est le M23 le problème. En fait, s'il repousse le M23, tant que les FDLR seront là, le Rwanda aura encore envie de renvoyer les autorités. Tout à fait. C'est une complicité qui ne dit pas son nom. Et c'est penser avec les stratèges des États-Unis qui viennent raconter du tralala au peuple congolais en leur faisant croire que dès qu'on aura vaincu le M23, on aura ramené la paix. La paix passera à l'est de la RDC lorsque les germes de la partition vont tous être éradiqués. Et ces germes de la partition, c'est le FDLR, le M23, les ADF NALU. Et les seules forces qui doivent être présentes à l'est de la RDC, ça doit être les forces armées de la République démocratique du Congo. Merci à vous, Jonathan Batengene. Avant d'aller prendre également les propositions de sortie, pourquoi pas de crise du côté de la RDC, du moins dans le cas de ce conflit entre la RDC et le Rwanda, on va aller au standard, prendre M. Sely qui est avec nous encore ce soir. Bonsoir. Oui, bonsoir Madame Sikandoumbé, bonsoir à vos invités et bonsoir aux téléspectateurs de For You Media. Madame Sikandoumbé, le problème que vous avez évoqué aujourd'hui à travers la déclaration de la présidente de l'OIF c'est une pollution, c'est une perturbation de la compréhension de ce qui se passe effectivement. Heureusement, M. Batengene nous a détaillé la situation sur le terrain. Mais de quoi s'agit-il, Madame Doumbé? La République démocratique du Congo, c'est 10 fois l'Ouganda et le Rwanda réunis. Je ne sais plus pourquoi que ces deux pays-là arrivent à faire même un 20e des provinces du Congo. Et ça me désole. Parce que voilà un grand peuple, voilà un peuple puissant. Mais au lieu de se réunir, former une armée puissante, et défendre l'intégrité du territoire, ils passent leur temps à se démaquiller, à danser du matin au soir. Mais c'est vraiment désolant. Et on ne peut pas accuser le Rwanda ou l'Ouganda parce que, Madame Siké, croyez-moi, quand vous êtes des tout petits pays comme le Rwanda et l'Ouganda, à côté d'un si grand pays aux pieds fragiles, mais votre sécurité est perturbée. Je ne dis pas ça pour justifier l'occupation du territoire congolais par les Ougandais ou les Rwandais, mais je vous dis ça pour évoquer la genèse. Parce que ce qu'on voit
en République du Congo peut arriver à d'autres pays. Moi, je vous dis, l'attitude des Congolais, on commence à le voir ici au Cameroun. Les Camerounais passent leur temps à boire et à danser. C'est ça que je dis, il faut que nous tirons les leçons de ce qui se passe. Comment les Rwandais ont fait pour se retrouver au Congo? Comment les Ougandais ont fait pour se retrouver au Congo? Vous vous souvenez de cette, comment on appelle ça, du génocide des Tutsis au Rwanda? Mais l'armée française avait exfiltré les Hutus vers le Congo. Et c'est là où j'attire l'attention des chefs d'État qui passent leur temps à héberger les rébellions dans leur pays. Le RCA demain, si le RCA devient puissant, ils peuvent lancer la même opération vers le Tchad ou vers le Cameroun, parce que ces deux pays-là abritent des rébellions centrafricaines. Donc il ne faut pas que nos pays acceptent d'héberger les rébellions ou les chefs des rebelles, parce que ça peut être l'occasion demain, si le voisin devient un peu puissant, de venir envahir vos territoires. Parce que M. Kagame, la seule justification qu'il a donnée depuis pour cette exploitation à outrance que M. Batingé nous a bien défini, mais la seule justification qu'il a, c'est que les Hutus qui étaient exfiltrés au Congo, ils risquent de revenir menacer la sécurité de notre pays. Et je crois que l'Ouganda a enjambé le pas en créant la même sorte de rébellion. Donc franchement, moi je dis que les États apprennent de ces leçons-là. Première leçon, n'acceptez pas que les pays voisins hébergent des rébellions. Deuxième leçon, les peuples ne doivent pas s'abandonner à la boisson, à l'alcool, à la luxure inutile. La première mission de tout être humain, c'est sa sécurité. Même les petits oiseaux, quand ils se lèvent le matin, la première chose qu'ils font, ils construisent d'abord leur nid avant d'aller chercher de quoi manger. Pourquoi nous, les humains, nous, Africains, qui nous considérons que nous sommes des humains, pourquoi nous abandonnons notre sécurité au profit du décapage de la peau ou de la danse ou des boissons à longueur de journée? Mais ce n'est pas acceptable. Donc c'est vraiment ça que je dis, tirons ces deux leçons-là et que le Congo, malgré les séquelles de ces longues années de Mobutu, se remette sur les pieds, forme une armée qui va sécuriser le territoire et rassurer les voisins. Voilà un peu ce que je souhaitais dire par rapport à ce sujet. Bonne soirée à vous. Merci à vous, Monsieur Célie. Très bonne soirée à vous également. On va rester au standard et cette fois-ci, on va aller du côté de l'Allemagne avec vous, Zerfel. Bonsoir. Ok, bonsoir, Madame Manuela. Et bonsoir à mon frère Jonathan qui est sur le plateau avec vous et sans oublier les techniciens. Avec votre permission, Madame, je voudrais tout simplement, parce que mon frère il a tout dit, je voulais lancer un appel, si vous me permettez, à m'adresser aux Ivoiriens, à mes frères Ivoiriens qui souffrent présentement, qui souffrent mais qui ne veulent pas, comment dire ça, en débarrasser de cette souffrance. Je voulais leur lancer cet appel, si vous me permettez. Et je leur dis tout simplement parce que devant le monde entier aujourd'hui, ce que Alassane est en train de faire en Côte d'Ivoire. Parce que le vendredi, il y a une grande marche contre la cherté de la vie. Mais déjà, ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il a fui pour aller en France. Et il met, ses loups, déjà en position pour mater ou pour tuer, nos frères et nos sœurs. Parce que présentement, les gens, ils ont demandé une autorisation pour marcher, mais les gars n'ont pas voulu leur donner. Et il y a la police, la gendarmerie aujourd'hui qui est là, au détriment de ce monsieur, que d'être au détriment de la population. Mais la marche qui va se passer le vendredi, le vendredi le 25, après-demain, il faut que tous les Ivoiriens sortent, quel que soit Alpha, quel que soit les chars qui vont sortir devant vous. Et je demande à tous, parce que présentement, c'est très difficile, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui ont la possibilité d'avoir des passes sur leur téléphone pour regarder ce que nous disons en Europe ici. Mais ce qui est là, la télévision, For You aujourd'hui, elle peut être atteinte partout. Sur votre télévision à la maison, parce que vous avez des satellites qui peuvent, accueillir, les rayons de cette télévision. Donc, écoutez cette télévision, regardez cette télévision, parce que ce que nous disons à longueur de journée, parce que ce qui va se passer, si les microbes
comment dire, Alassane Dramane Ouattara, si un micro qui a touché à un Ivoirien, il faut que vraiment, ça ne sera pas bien pour tout le monde en Côte d'Ivoire. Parce que ça fait 11 ans maintenant que ce monsieur, il a barricadé sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne peuvent pas manger. Ils ne peuvent pas envoyer les enfants à l'école. Les produits agricoles sont mal payés dans ce pays. Et c'est pourquoi les gens veulent marcher. Et on les déjà, quand on leur donne l'autorisation, on met des chars à les choses en face de ces personnes-là. Donc, mais malgré ça, ils ont dit qu'ils vont marcher. Mais ce que moi je dis aujourd'hui, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que, comment dirais-je, quand tu as peur, à quel moment cette peur va te quitter et puis tu vas avoir ta vie tranquille avec tes enfants. C'est ça, chose. Je vais m'arrêter là pour dire à tous les Ivoiriens le vendredi, tout le monde au dehors. N'ayez pas peur des chats qui vont mettre en face de vous. N'ayez pas peur, sortez pour revendiquer vos droits. C'est normal. Comment dirais-je, chaque citoyen ivoirien, comment la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Donc cette richesse, on doit la partager, comment dirais-je, à tout le monde. C'est pas pour un clan et les autres vont mourir de faim. Donc vous qui êtes là aujourd'hui, pendant des années qu'on est en train de souffrir, c'est nous qui sommes en Europe ici qui nourrissons nos familles. Avec le salaire que nous avons, il faut diviser ce salaire-là en plus de milliers de personnes pour que, en ce moment-là, nous aussi, on a des problèmes. Donc, sortez pour votre vie et pour la vie de vos enfants, pour la réussite de vos enfants. Merci, madame, de m'avoir laissé quelques minutes de parler parce que je n'ai pas envie de parler. J'ai déjà parlé, comment dire, du Congo. L'autre fois, j'ai déjà dit ce que je voulais dire, et c'est ça mon frère qui vient de parler tout à l'heure, il vient de dire aux Congolais. Parce que quand tu as un grand pays qui est riche comme ça, tu ne peux pas dormir. Si c'était un pays qui était en Europe ici, il n'y a même pas un Africain qui va rentrer dans ce pays-là. Vous avez vu l'exemple de la Suisse. C'est maintenant, les Suisses, ils ont diminué un peu, comment dirais-je, ce genre de barricade, que maintenant tu peux traverser la Suisse sans payer de l'argent. Sinon, avant de traverser en transit, tu dois payer l'argent avant de traverser le territoire, comment dirais-je, de la Suisse. Mais aujourd'hui, vous avez une richesse, vous laissez à n'importe qui, vous perdez votre temps à danser, à jouer la musique, à boire de l'alcool. Après, vous dites que vous êtes dans tous les choses. Non, il faut que je m'arrête là. Merci, Emmanuela. Et puis, je vous dis bien des choses. Merci. Prochainement, on va s'échanger encore. Merci. Merci à vous, Zerfel. Vraiment, sentez-vous à l'aise. Hein. Vous êtes avec nous depuis, bien sûr, des années. Et bien sûr, cette plateforme, elle est pour vous. C'est une télévision. C'est vous qui nous accompagnez dans ce combat panafricain. Donc, c'est un espace qui vous est réservé. Vous pouvez appeler à tout moment. Et vous le savez d'ailleurs, Zerfel, vous pouvez appeler pour participer ou passer tout simplement votre message du moment où on est dans notre cadre, bien sûr, panafricain. D'ailleurs, un espace pourrait, bien sûr, dans les prochains jours ou semaines, pourrait vous être réservé pour vous permettre de faire du moins différents coups de gueule ou des messages. De toutes les façons, on verra comment organiser cela. Alors, on va revenir sur le plateau avec Tapé Groubera. Finalement, quelle solution? On sait que c'est un conflit qui dure depuis des années déjà, mais les solutions ne semblent pas, en tout cas celles qu'on énumère depuis ces années, elles ne semblent pas résoudre la problématique, en rappelant également qu'un mini-sommet a d'ailleurs eu lieu du côté de Luanda, et dans le cadre de ce mini-sommet, on a décidé de la cessation des hostilités du M23 à partir du 25 novembre et son retrait des zones occupées ainsi que son retour aux positions initiales sous le contrôle des forces armées de la RDC, de la force régionale et bien sûr de la MONUSCO. Mais l'on s'interroge une fois de plus d'autres résolutions. Mais est-ce que, lorsqu'on regarde le problème de fond, au regard de vos analyses, est-ce que ces solutions-là vont permettre de résoudre ce conflit? Monsieur Goubera, je ne sais pas si vous m'écoutez, je crois que
Ah oui, pardon, voilà. Excusez-moi. Oui. C'est bon, oui. Désolé, j'avais. Oui, donc je disais que je ne pense pas que cela puisse être une solution. Je voulais faire un parallèle avec la situation de l'opération spéciale en Ukraine, de la Russie. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Russes, on a compris à un moment donné, et c'est ça qui est la force de M. Erdogan, a compris qu'en réalité, ce qu'on appelle la guerre par proxy, la guerre par procuration, comme on le dit, on a toujours dit, c'est vrai, la Russie allait faire une opération spéciale, mais elle était en guerre contre l'OTAN. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu maintenant, pour que la situation puisse avoir une solution, on a appelé ceux qui étaient derrière l'Ukraine réelle, à savoir les États-Unis, et leurs renseignements généraux, enfin, et puis ceux de la Russie, se sont retrouvés pour discuter. Donc c'est ce qu'on essaie de dire en réalité. C'est la même chose en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, ce n'est pas, on voit le Rwanda et l'Ouganda a envoyé leurs mercenaires, mais en réalité, derrière, nous avons ces puissances-là. Je rappelle que déjà en 2000, parce que c'est, comme on le dit, c'est pas quelque chose d'anodin. Si nous allons, prenons le cas même de la France, déjà, depuis 1959, lorsqu'il y a eu cette fameuse rencontre, ce qu'on appelle la table ronde, l'ancien ministre, je crois, Couvain de Minerville, qui était ministre de M. De Gaulle, était à Bruxelles pour voir au cas où les Belges n'étaient pas capables d'assumer leur rôle et que la France, ils étaient prêts à continuer le combat. Ça, c'est un premier élément. En 2009, M. Nicolas Sarkozy, lorsqu'il recevait les ambassadeurs, a dit que pour que la guerre puisse cesser, il fallait que la RDC accepte de partager ses ressources avec le Rwanda. Vous voyez, ce n'est pas anodin ce que la femme vient de dire. Et je vous ai dit dans un contexte bien précis. Elle est là, au sein de la francophonie, et les journalistes lui posent la question de savoir est-ce que l'organisation de la francophonie ne pouvait pas jouer un rôle. Elle dit oui, bien évidemment. Comme je dis, il n'y a rien d'anodin. Tout est calculé. C'est-à-dire, en réalité, c'est de replacer dans ce contexte-là la France, toutes les puissances, autant que moi, occidentales, qui ont envie d'avoir la part du gâteau du Congo. Et ici, elle ne parle même pas. C'est-à-dire qu'on dit qu'on va partager le territoire de la RDC entre deux pays qui ne sont même pas membres de la RDC. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a eu une remise en cause de ce qui s'est passé le 25 mai 1963 à, comment on appelle, à Addis Abeba, la création de l'organisation de l'unité africaine qui est devenue maintenant, enfin, l'Union africaine. Donc il y a un principe. Or, c'est sur ce principe-là de garder ces territoires-là que ça a été, enfin, l'Union africaine à l'époque a été créée. Et aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a eu une remise en cause. Et là, ce qui est assez criant, c'est de ne pas entendre une seule voix de protestation de l'Union africaine. Parce que là, ça veut dire qu'elle, son existence, n'a plus le droit d'être. Quand on voit que quelqu'un se lève, fut-elle, je ne sais pas, président ou bien secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, ancien ministre des Affaires étrangères du Rwanda, pourquoi peut-elle se permettre de dire qu'on va remettre en cause les territoires qui ont été hérités de l'occupation des Occidentaux? Donc, pour dire que tout cela participe à un complot, ce ne sont même pas les problèmes. Moi, pour notre part, nous pensons que la seule possibilité pour qu'on puisse le faire, c'est de réunir ces puissances occidentales et leur dire, voilà la situation, au lieu de faire venir le Rwanda et le Rwanda avec leurs rebelles, etc., vous êtes là, dites-nous ce que vous entendez du Congo, ce que vous voulez. Comme ça, peut-être si vous voulez une part, si on peut vous la céder, on vous la cède. Si on ne peut pas, alors on pourra vous dire on ne peut pas. Parce que sinon, ce ne sont pas les petits sommets à gauche, à droite, quand on dit les réunions, qui sont guidées. D'ailleurs, quand vous voyez d'autres pays, c'est rien n'est neutre. Les puissances sont derrière, elles font semblant de ne pas être là. Et donc, on tourne en rond. Malheureusement, ce sont les parents du Congo qui payent. Et donc, je voudrais finir cette parenthèse pour dire à mon frère Servet qu'il ne faudrait pas qu'ils disent que les Congolais, c'est parce qu'ils dansent. Non, ce n'est pas ça en réalité. Parce que les enjeux sont colossaux. Ici, aucun pays africain n'a des armes. Et ce qui est, c'est une situation qui est difficile et que les Congolais eux-mêmes sont pris dans un engrenage. D'ailleurs, Kabila Père a fait une énorme erreur, on ne peut pas dire une bêtise, de rentrer dans cette rébellion. Dans son principe, il
voulait faire ce qu'on appelle l'entrisme, lui entrer de l'intérieur et puis repousser ces éléments parce qu'il a dit que c'était imminent que les gens allaient attaquer, alors que les gens ont voulu se servir de lui, c'est ce qu'ils ont fait, puisque quand ils rentrent, comment on appelle la RDC avec cette force-là, il était vraiment encerclé. Et au moment où il a tenté de vouloir se débarrasser d'eux, on a assassiné purement et simplement. Aujourd'hui, le verre dans le fruit, c'est difficile. Là, je pense que la solution, c'est d'appeler toutes ces puissances, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, ça doit être le rôle de l'Union africaine. Vous leur dire, ben, écoutez, nous, on sait que c'est vous qui êtes derrière tout ce qui se passe, tout ce drame que vit ce pays depuis 20 ans. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez? Je pense que ce n'est que là, seul, qu'on pourrait avoir une solution. Sinon, le reste, c'est vraiment essayer de mettre une sparadrap sur une plaie qui ne va jamais guérir. Vous tapez Groubera, on a encore quelques minutes, on va aller faire un dernier tour rapidement au standard. On va prendre Jean Sapoknou depuis les États-Unis. Bienvenue, monsieur. Bonjour Seke Doumbé. Bonjour Jonathan. Bonjour Tapé Groubera. Bonjour technicien. C'est un problème sérieux. Tapé Groubera, on ne va pas demander à vos bourreaux les conditions de paix. Le temps évolue, effectivement, nous allons voir ce que ça va donner. C'est vrai qu'il y a des paix de vie humaine. Ce qu'il y a, ces régions sont prises en otage depuis longtemps. Nous devons le savoir. Et certains tirent profit du fait qu'ils pensent que quand eux ils jouent au jeu de l'Occident, ils ont quelques milliards, ils ont des maisons aux États-Unis, en Europe, ils pensent que c'est fini. C'est pas fini. Avec la chaleur, avec cette crise qui bombarde tous les pays, surtout les Occidentaux aujourd'hui, vous allez sentir des traîtres qui vendent leur pays à ceux-là pour soi-disant qui tirent l'affaire, alors que leurs frères, les populations d'origine souffrent, c'est la méchanceté. Ce qu'il y a, c'est que la région, vous voyez, le RDC, Burundi, Ouganda, Rwanda, c'est la même population. C'est comme aussi en Afrique de l'Ouest, c'est la même population. Il y a des Ghanéens en Côte d'Ivoire, Ghanéens au Togo, Béninois au Togo, Béninois, ils étaient partout, c'est la même population. Alors, qu'est-ce qui fait le malheur aujourd'hui en RDC là-bas? À cause de la richesse de la terre. Ce qui fait que les charognards, les buveurs de sang, les soi-disant hommes d'affaires, ils vont faire les affaires, c'est eux qui créent le feu, qui sèment le feu dans ces régions pour pouvoir tirer profit. Ils s'en fichent des vies humaines et surtout les Noirs. Donc, ceux qui sont au pouvoir, Kagame et autres, moi, est-ce que vous entendez encore Katumbi, c'est comme ça? Non. Ceux-là pensent que quand ils sont bien, c'est la population qui est bien. Ce n'est pas sérieux. Non. La meilleure, c'est qu'il y a par là que la population qui souffre soit secourue par les Africains. Ainsi, soi-disant, nos penseurs intellectuels qui disent qu'ils ont créé les organisations pour se dire, c'est ce rôle-là que ces organisations, telles que lui, doivent jouer. Qu'il y ait la concordance entre les populations, parce que nous sommes interdépendants. Mais aujourd'hui, tout cela est lié à l'Occident et manipulé. Qui viendra au secours de cette population? Alors voyant la géopolitique aujourd'hui, tel que cela se papille aujourd'hui et se fait voir, il va falloir que nos dirigeants, les dirigeants des pays africains, soient courageux pour maintenant s'associer à ceux-là qui sont dans les mêmes conditions, mais d'une façon encore plus différente, telle que la Russie, et tel que le nouveau groupe qui apparaît. Ce groupe-là cherche à se libérer des griffes de l'Occident. L'Afrique doit s'associer
sans vergogne, sans chercher à penser, non, mais à s'associer, en restant courageux pour dire nous allons défendre nos pays et en tant qu'alliés, nous allons avoir des alliés sérieux. C'est ça seul qui peut sauver la population africaine. Sinon, les balais qui sont là juste pour leur bien personnel, leurs enfants viendront fréquenter aux États-Unis et en Europe, c'est tout ce qu'ils savent. Mais on ne sait jamais ce que ces enfants-là viennent faire en Afrique. Ce que ces enfants-là apportent depuis 1960, c'est pas quoi là? Ce que ces enfants-là, ce qu'ils apportent à la population africaine aujourd'hui, on ne voit pas. Regardez le cas de... Bon, je ne vais pas citer beaucoup parce qu'il y a des Ivoiriens qui pensent que bon, on les vise. Regardez le cas de Houphouët. Tous ces biens sont dans la tête de Dominique Ouattara. Comme ces enfants. Tout cela, où part tout cela? Partageons, nous sommes sur une terre qui promet. Partageons le peu que nous avons entre nous, acceptons-nous, cherchons à nous supporter les uns les autres. Et nous avons fait l'alliance avec le bourreau, avec nos bourreaux, avec l'Occident, qui ne fait que détruire, surtout les compagnies minières qui boivent les centres africains depuis longtemps. C'est pour cela que la décision, l'étude, vous pouvez repasser l'interview de Omotunde Kalala sur la nouvelle forme d'énergie que l'Afrique peut exploiter pour se libérer de cette guerre. Et c'est ça qui a coûté la vie à ce savant. Parce qu'il a dévoilé. Et ça va arriver. Notez-le. Ça va arriver. Les compagnies pétrolières vont chômer. Ils vont chômer. Nous le disons. Notez quelque part. Donc, ayons le courage. Avançons au large. Ne nous fatiguons pas. Que Dieu bénisse. Nous sommes en guerre. Merci à vous, Monsieur Jean. Je pense que c'est avec cette intervention qu'on va également refermer le standard. On n'a plus qu'une minute seulement pour sortir définitivement de cette émission. Peut-être en 30 secondes, Jonathan Batengene, peut-être un dernier mot pour sortir. Nous avons toujours plaidé pour son retour. Monsieur Kabila est important. Son rapprochement, c'est ce qui a fait sa chute. Son rapprochement avec les Chinois, son rapprochement avec les Russes. Et nous avons confiance que le peuple congolais va travailler à ce qu'il revienne aux affaires. On ne peut pas continuer avec des imposteurs comme l'agent de la CIA qui est actuellement à la tête du Congo et qui leur vend des chimères, comme les promesses, comme ce genre de solution que Mme Mushikiwabo esquisse. Fait croire que les Congolais vont se battre uniquement avec le M23 et ramener la paix. Non. Il faut mettre hors d'état de nuit tous les groupes armés en RDC. Ça touche tous ceux qui existent sur le territoire de la RDC. Au Katanga, il y a des rebelles. On n'en parle pas assez. Mais tous ces groupes, et c'était le plan de M. Kabila, et d'ailleurs quand il créait la Sonamine, c'était parce qu'il fallait rentabiliser à partir des mines. Et vous avez vu le scandale des mines, le scandale qui a tué la Sonamine, qui a été orchestré par les services secrets de la jeune française. En utilisant, en instrumentalisant le neveu de M. Lumumba, le grand patriote. Nous dénonçons cette manière de faire. Nous demandons aux Congolais de continuer à se mobiliser. Mais mobilisez-vous, non seulement pour vaincre la menace actuelle qui est le M23, mais c'est un cache-sexe. On le dit encore, le M23, c'est un cache-sexe. La lutte contre le M23 cache derrière le vrai projet de partition qui est alimenté avec ces rébellions que vous simplifiez. Les EDF, NALU et les FDLR, ainsi que d'autres rébellions qui sont dans d'autres coins du Congo. Il faut donc un patriote qui viendra mettre à terre toutes ces rébellions comme l'avait commencé le président Kabila. Et pour nous, c'est le joker idéal pour la situation. Merci à vous, Jonathan Batengene. Merci également à Tapé Goubera d'avoir été avec nous. Sans vous oublier, chers téléspectateurs, dans quelques minutes, ce sera votre grand journal. Et lorsqu'il sera exactement 20h à temps universel, 21h en Afrique centrale, ce sera le point du guest. Begoudé Madone sera en face, bien sûr, de Suleiman Hamzat. Ils reviendront sur un certain nombre de points en termes d'actualité, en parlant de l'insécurité en Afrique de l'Ouest, entre autres, la coopération Afrique-Russie, mais aussi les manifestations contre la présence française en Afrique, mais précisément du côté du Burkina Faso. D'ici là donc, portez-vous bien, à très bientôt.